il faut le partage équitable des fruits. Next. Bon, je l'ai regroupé également dans un arbre comme on est en Afrique. Je l'ai intitulé l'arbre de la qualité de vie. Donc vous avez des racines, c'est un peu les institutions dont j'ai parlé tout à l'heure, et tous les éléments également de développement à long terme, des bases à long terme du développement. Donc les infrastructures, l'aménagement équilibré du territoire national, ça c'est vraiment les institutions, et plus les infrastructures. Après, vous avez aussi le capital humain, ça c'est la base. Bon, si vous regardez un peu les publications anciennes des Nations Unies, on parlait toujours des bases à long terme du développement. C'est ça, les infrastructures, capital humain, les institutions, l'environnement. C'est un peu ce que vous allez trouver au niveau des racines du développement. Donc un pays qui veut émerger ne doit pas se précipiter. Il faut vraiment, si vous voulez, un travail de longue haleine, il faut faire en sorte qu'ici, là, soit très bon. Parce qu'après, ça devient, comme j'ai dit tout à l'heure, de pilotage automatique. Les résultats vont venir de même. Vous allez avoir la croissance, vous allez avoir l'accès équitable aux services sociaux, les emplois, etc. Et après, voilà, vous avez les fruits du développement. Next. Maintenant, tout ça vous permet d'avoir également ce que j'ai appelé tout à l'heure l'émergence globale. L'émergence globale, c'est un peu la synthèse de tous ces objectifs-là. Je l'ai représenté sous forme d'un, je ne sais pas si c'est un losange, mais si vous regardez à la base, vous avez, c'est un diamant. Une étoile. Bon, d'ailleurs, ce que je porte, c'est un peu ça. Vous pouvez vérifier, mon pin est un peu comme ça. Donc, vous pouvez vérifier. Donc, c'est le pin de l'émergence. Bien. Donc, à la base, vous voyez, c'est les institutions, c'est la culture, c'est l'environnement durable, c'est les éléments de long terme, c'est les institutions. Ensuite, vous avez maintenant la diversification, la croissance, les infrastructures. Bon, vous avez ici tous les éléments qu'un gouvernement doit gérer en termes de gestion du développement. D'ailleurs, en 2011, j'avais fait un papier pour les Nations Unies sur les objectifs après 2015. Je pense qu'Awa Chongan était encore là-bas, à l'UNECA, et j'avais théorisé cet élément-là, parce que dans les objectifs de développement, les OMD, on n'avait que les objectifs un peu qui sont là, l'alimentation, la santé, bon, il n'y a pas l'emploi, mais il y avait les revenus, l'assainissement, l'eau. J'avais dit qu'il faut ajouter tout ça. Ce papier-là existe dans la littérature aujourd'hui. Donc c'est ça que j'appelle l'émergence globale. Bon, je n'ai pas utilisé le développement global, mais j'ai utilisé ce concept. Et en réalité, d'ailleurs, tous les gouvernements, c'est ça qu'ils gèrent. Le gouvernement ne va pas juste gérer ce bloc-là. C'est pourquoi on fait des plans nationaux de développement. Vous allez trouver tous ces éléments. Je pense que j'en ai terminé. Next. Voilà. Bon, je vais passer la parole à mon collègue Kamaï pour la suite. Donc, merci beaucoup. Donc, à mon tour, je vais, donc, avant de commencer la présentation de la partie mesure de l'émergence économique, donc à la suite de la description du cadre conceptuel et des fondements théoriques sur lesquels vont se baser les différentes mesures associées à l'émergence économique. Donc tout d'abord, je remercie l'ISM, Dr Thiam. Voilà, donc on est très heureux de démarrer cette série de cérémonies de présentation de l'ouvrage à l'ISM. Voilà, donc je remercie également l'ensemble des étudiants ici présents. Donc je vois qu'ils sont très intéressés par nos travaux et par cette présentation. Donc merci beaucoup d'être présents et on espère que cette présentation sera
fructueuse pour vous, que ce soit ici à l'ISM ou bien ultérieurement pour ceux qui veulent entreprendre dans l'avenir des études ou bien des travaux sur l'émergence économique. Donc je remercie également mes collègues ici présents, donc l'équipe technique donc, qui a eu à travailler sous la direction du directeur général Mouchello et de moi-même en tant que coordonnateur technique pour la rédaction de l'ouvrage. Donc ils sont là, M. Yad et M. Tin, donc également statisticiens économistes, comme moi-même, comme DGLO. Donc, alors, pour ma part, la présentation va être axée sur la mesure de l'émergence économique. Donc, tout à l'heure, donc, je pense qu'on peut revenir un peu sur la pyramide qu'avait présentée tout à l'heure monsieur le directeur général. Donc, vous voyez cette pyramide-là, donc, elle résume en quelque sorte le cadre théorique qui sous-tend l'ouvrage et qui sous-tend le concept d'émergence économique. Vous voyez que cette pyramide, elle est constituée de différentes strates. Et ce qu'on a tenté de faire à travers la seconde partie, mesure de l'émergence économique, c'est d'associer un indice synthétique, donc c'est-à-dire une mesure qui agrège différents indicateurs en un seul outil. Donc on a essayé pour chacune des strates ici présentes, donc la strate levier d'émergence économique, on a associé un indice synthétique à cette strate pour essayer de capturer toutes les dimensions ici présentes. Donc c'est ce qu'on a fait à travers l'indice qu'on a appelé indice composite des leviers de l'émergence économique. Donc cet indice-là, donc, il va essayer de capturer, disons, toutes les variables sur lesquelles les décideurs ont une prise immédiate. C'est vraiment, donc, ça porte vraiment son nom. Indice composé des leviers. Donc, levier dans le sens où ce sont les variables sur lesquelles les décideurs politiques ont une prise vraiment immédiate. Donc, ils peuvent, à travers des réformes, à très court terme, modifier la trajectoire de ces différentes variables. Donc, à la suite de cette strate, on a également, donc la strate suivante concerne le résultat de l'émergence économique, donc qui sont des dimensions purement économiques. Donc, à ces strates également, on a associé un indice, donc c'est l'indice phare de cette étude, donc qui est l'indice développé par Mouchello depuis quelques années, donc qui est l'indice synthétique d'émergence économique ou indice Mubarak-Lo. Donc, on a également agrégé différentes dimensions de cet indice pour aboutir à un indice synthétique. Alors, la strate suivante, donc, c'est la qualité de vie. Donc, à cette strate également, on va associer un indice synthétique qu'on va appeler indice synthétique de qualité de vie. Donc, comme vous le constatez, donc, on a une certaine appétence pour les indices, parce que nous, on n'est pas des académiciens purs, on est des praticiens, on est des experts qui doivent fournir aux décideurs des outils d'aide à la décision. Donc c'est pourquoi on a cette préférence pour les indices. Donc ce sont des outils assez simples, qui peuvent se communiquer très facilement et qui sont très opérationnels, qui peuvent se décomposer en différentes dimensions, en différentes sous-dimensions. Et donc leur interprétation par les décideurs est quelque chose de très facile et de très aisé. Donc c'est pourquoi on a recours assez souvent aux indices synthétiques. Donc maintenant, je pense qu'on peut revenir au chapeau mesure d'émergence. Alors, bon, cette partie va être un peu plus technique, va être un peu plus lourde pour certains. Donc bon, elle va durer moins que 20 minutes, parce qu'on a élagué pas mal de slides, parce qu'on a trouvé que certaines slides étaient
très technique et on renvoie à l'ouvrage pour plus d'explications ou bien pour plus de profondeur sur les différentes méthodes quantitatives qui ont été utilisées pour bâtir ces différents indices. Donc, comme je le disais, à chaque strate, on a associé un indice d'émergence, un indice synthétique. Donc, le premier indice que je vais vous présenter, c'est l'indice qui concerne la strate du milieu, la strate des indicateurs de résultats, qui est l'émergence économique. Donc, cet indice s'appelle indice synthétique d'émergence économique ISEM. Donc, comme l'a présenté tout à l'heure M. Lo, l'émergence économique, nous, on l'a décliné en 4 dimensions. Pour nous, un pays est émergent. Ça veut dire que d'abord, ça doit être un pays riche, avec une richesse partagée. Donc c'est pourquoi on parle de richesse inclusive. La première caractéristique d'un pays émergent, c'est un pays qui est riche et que cette richesse est partagée, une richesse inclusive. Donc, c'est la première dimension de notre indicateur ISEM. Next. Donc la seconde dimension qui caractérise un pays émergent, c'est que c'est un pays qui doit être dynamique d'un point de vue économique. C'est-à-dire un pays qui doit croître de façon soutenue sur une longue période d'années. Mais ce dynamisme-là doit être accompagné d'un cadre macroéconomique sain. Parce qu'il est très facile de faire de la croissance. Donc, si on veut que cette croissance soit durable et soit soutenable, il faut qu'elle s'accompagne d'un cadre macroéconomique sain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette croissance-là soit basée sur de la dette insoutenable, ou bien qu'elle soit basée sur de l'inflation, ou bien qu'elle soit basée sur de la dépense publique incontrôlée. Donc c'est pourquoi on associe ces deux caractéristiques au sein de cette seconde dimension. Donc le dynamisme économique et le caractère sain du cadre macroéconomique. Donc c'est-à-dire on doit avoir, donc pour les économistes, on doit avoir à la fois pas trop de déséquilibre sur le plan interne, c'est-à-dire une inflation maîtrisée, mais également on doit également contrôler les grands équilibres externes, la balance courante, le taux de change, l'endettement, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième dimension de notre indicateur ISEM. La troisième dimension concerne la structure de l'économie. Donc un pays émergent doit avoir une économie assez diversifiée, une économie assez productive, donc, et une économie qui a les bonnes caractéristiques du point de vue de sa structure économique. Donc un pays peut être très riche et que cette richesse soit concentrée sur un petit nombre de secteurs, soit en général pour les pays pauvres, les secteurs agricoles ou bien le secteur minier. Donc dans notre cadre théorique, la transformation structurelle, donc c'est un mot que vous entendez aujourd'hui assez couramment et qui est même synonyme pour certains d'émergence économique, est une dimension assez importante dans notre cadre théorique. La seconde dimension, qui est aujourd'hui la dernière et quatrième dimension, qui est aujourd'hui fondamentale, qui ne l'était pas peut-être il y a 50 ou 60 ans, c'est l'insertion dans l'économie mondiale. Donc, puisqu'on est dans une économie globalisée, on est dans une économie mondialisée, un pays émergent doit pouvoir s'insérer au niveau de l'économie mondiale. À la fois une insertion commerciale, donc c'est-à-dire c'est un pays qui doit réussir à exporter, c'est un pays qui doit réussir à intégrer les chaînes de valeur mondiales, c'est un pays qui doit réussir à être ouverte sur le plan commercial. Mais également une insertion sur le plan financier. Donc un pays qui veut être émergent doit réussir à attirer en son sein des investissements directs étrangers qui lui permettent de financer les investissements qu'il ne peut pas faire avec son épargne domestique. Donc l'insertion ou l'ouverture économique et financière est également très importante
du point de vue de l'émergence économique. Donc voilà les 4 dimensions qui se fondent sur le cadre théorique développé par M. Lo, vont nous permettre de mesurer à travers un seul indicateur l'émergence économique, l'état d'émergence d'un pays. Donc à chacune de ces dimensions, on va associer des variables, des indicateurs, qu'on va agréger, synthétiser en un seul indicateur. Et c'est cet indicateur-là qui va être la mesure de l'état d'émergence d'un pays à une date T donnée. Donc, donc voilà, en résumé, dans ce tableau, les différentes dimensions, les sous-dimensions associées et les indicateurs qui ont été considérés pour la mesure de chacune des sous-dimensions et des dimensions. Next. Donc bon, ça c'est un peu technique, donc vous le voyez, pour construire cet indicateur. Comment? Voilà, donc pour construire cet indicateur, bon, je vais passer rapidement, on associe une mesure à chacune des dimensions à travers la combinaison des différentes variables et on agrège tout ça en une seule mesure qui nous donne les M. Donc on passe. Donc en termes de résultats, nous on a considéré 103 pays. Donc on n'a pas considéré tous les pays du monde. On a considéré uniquement les pays qui étaient proches d'un point de vue économique dans les années 1960. Donc, comme DG l'a dit tout à l'heure, on regarde les pays qui, sur le plan économique, étaient assez semblables en 1960. Donc la Corée du Sud et le Sénégal étaient assez semblables en 1960. Donc la Corée du Sud fait partie de notre échantillon. La France n'a rien à voir avec le Sénégal en 1960. Donc la France ne fait pas partie de notre échantillon. L'Irlande aujourd'hui est très éloignée du Sénégal d'un point de vue économique. Mais en 1960, elle n'était pas très différente du Sénégal. Donc on l'a inclus dans notre échantillon. Donc au total, avec ces considérations, on se retrouve avec 103 pays. Donc dans le classement mondial en 2018, donc on est en train de faire la mise à jour de l'indice pour 2019, mais la dernière donnée disponible concerne l'année 2018. La République tchèque était classée première dans notre classement mondial. En Afrique, on retrouve les 3 premiers pays, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'île Maurice. Alors les derniers du classement sont pour la plupart des pays africains, Burundi, Sierra Leone, Libéria, Soudan. Donc dans l'ouvrage, vous avez le classement détaillé de l'ensemble des 103 pays considérés. Donc une fois qu'on a effectué cette mesure, donc tout à l'heure dans le cadre théorique, il y a différents concepts qui sont revenus. Donc vous avez entendu parler du concept d'émerger, vous avez entendu parler du concept d'émergent, vous avez entendu parler du concept immergé. Alors, comment articuler ces concepts à notre indicateur qui est ici? Comment savoir avec cet indicateur-là? Parce que cet indicateur-là nous donne la photo d'un pays en un instant donné. Comment, avec cet indicateur-là, on peut savoir si un pays est émergent, si un pays est émergé, si un pays est émergé? C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans cette section qu'on appelle caractérisation de l'émergence, qui a pour objectif, en quelque sorte, de regrouper les pays proches, suivant leur score, au sein de statuts de référence, qu'on appelle des statuts d'émergence. Donc, cela va permettre de mettre en perspective les différents scores, parce que là, on a des scores quantitatifs, de qualifier les scores des différents pays, mais, et surtout, de préciser, parce que, comme vous l'avez découvert, l'ISEM est composé de plusieurs composantes. C'est de préciser, parmi les différentes classes émergées, immergées, émergents, quelles sont les composantes de l'ISEM qui font qu'un pays émergé est différent d'un pays émergent ou bien est différent d'un pays immergé. Cela va nous permettre, nous, en tant qu'experts, en tant que aide à la décision de dire à ce gouvernement, vous êtes un pays émergé, voilà sur telle composante où vous êtes faible si vous voulez rejoindre un pays émergé. Donc bon, je pense que ça aussi c'est la méthode pour un peu construire les différentes classes. Donc, next. Donc on a construit des seuils, donc à travers des méthodes quantitatives, on a associé à l'indice différents seuils qui vont nous donner différentes classes.
Donc, à travers des méthodes statistiques, on a vu que nos 103 pays, on pouvait les découper en 6 classes. Et à travers des méthodes quantitatives, on a réussi à distinguer ce qu'on disait, les 3 concepts fondamentaux identifiés dans la partie théorique, immergé, émergé et émergent. On a réussi, à travers des méthodes statistiques, à identifier à partir de quel seuil un pays émergé, à partir de quel seuil un pays est émergent, à partir de quel seuil un pays est immergé. Mais on a voulu affiner cette classification et au sein de ces 3 superclasses, on a également fait une deuxième segmentation qui va nous donner d'autres concepts. Hein. Donc, aux 3 premiers concepts, on a ajouté le concept de pays aspirant à l'émergence, donc qui est le concept qui vient juste immédiatement après le concept de pays immergé ou bien de pays sous-développés. On a également associé le pays de potentiellement émergent, de pré-émergent, d'émergé. Voilà. Donc, le deuxième tableau vous donne en quelque sorte un exemple de classification suivant les 6 niveaux identifiés au niveau de cet indice. Bon, je vais devoir aller un peu plus vite. Voilà, donc next. Voilà, donc je disais tout à l'heure, quel est l'intérêt de faire cet exercice de caractérisation? C'est de pouvoir dire qu'est-ce qui distingue un pays aspirant à l'émergent d'un pays potentiellement émergent. Donc ces 2 classes sont adjacentes du point de vue du score ISM. Donc à travers ce tableau, vous pouvez voir un pays aspirant à l'émergent, qu'est-ce qui le distingue d'un pays potentiellement émergent au regard des indicateurs qui constituent l'indicateur ISM. Donc quand je mets 8, ça veut dire qu'un pays aspirant à l'émergent, il est fondamentalement différent en termes de cet indicateur d'un pays potentiellement émergent. Quand il n'y a rien, ça veut dire que sur cet indicateur-là, le pays qui est ici n'est pas trop différent du pays qui est là. Cela permet de dire à un décideur, à un chef de l'État d'un pays, qui se situe ici, de dire « je n'ai pas besoin de faire d'efforts sur cet indicateur-là pour rejoindre cette classe-là, parce que je ne suis pas fondamentalement en moins différent de ce pays-là. » Par contre, sur tous les autres indicateurs où c'est marqué « oui », c'est sur ces indicateurs-là que je dois mettre le focus si je veux rejoindre la classe d'après. Donc, next. Donc, ça, c'est l'indice associé à l'émergence économique, donc qui est un résultat. Pour aboutir à ce résultat, le décideur, il va actionner des leviers. Et les leviers à actionner, en général, c'est ce qu'on appelle les facteurs de compétitivité ou bien les facteurs d'attractivité. Donc, comme on est des praticiens, on va également construire un indicateur synthétique associé aux facteurs de compétitivité ou bien aux leviers, ce qu'on appelle dans notre cadre conceptuel, les leviers d'émergence économique. Donc, on a, pour bâtir cet indice synthétique d'émergence, cet indice synthétique des leviers de l'émergence économique, on a d'abord bâti, next, on a d'abord bâti un indicateur composite ou bien un indicateur de compétitivité structurelle. Donc cet indicateur-là, il va prendre tous les indicateurs de compétitivité imaginables pour les regrouper en un seul indice synthétique ou bien en un seul indice composite. C'est ce qu'on appelle les indices, c'est ce qu'on appelle l'indicateur composite, l'indicateur de compétitivité structurelle. Alors, il existe dans la littérature des indicateurs de compétitivité que vous connaissez sans doute. L'indicateur Doing Business, donc l'indicateur de la Banque mondiale, l'indicateur CPA, toujours de la Banque mondiale, et l'indicateur GCI du World Economic Forum. Ces indicateurs-là sont des indicateurs de compétitivité. Pourquoi on n'a pas choisi ces indicateurs et pourquoi bâtir notre propre indicateur de compétitivité? Parce que ces indicateurs-là, ils ne couvrent pas tout le champ des facteurs de compétitivité. Parce que le Doing Business, en général, s'intéresse uniquement à l'environnement des affaires au sens restreint du terme. L'indicateur CPA va s'intéresser aux aspects plutôt institutionnels et l'indicateur JCI va s'intéresser aux facteurs de compétitivité, mais pour
voilà, pour l'insertion dans le commerce ou bien pour la productivité, voilà, ces choses-là. Donc ces indicateurs pris séparément ont un champ limité. Alors que nous, on a un souci d'exhaustivité, en tout cas pour ce premier indicateur-là. Donc c'est pourquoi on a préféré construire, on a préféré bâtir notre propre indicateur de compétitivité qui va couvrir un périmètre le plus large possible en termes de facteurs de compétitivité, ce qu'on appelle l'indicateur de compétitivité structurelle. Autre critique qu'on fait à ces indicateurs classiques internationaux, c'est que comme nous, on a des classes d'émergence et qu'on a des pays qui sont différents, c'est-à-dire on a des pays qui ne doivent pas actionner les mêmes leviers suivant leur degré d'émergence, on ne va pas en termes de recommandations leur prodiguer les mêmes remèdes. Alors que si on se réfère à ces indices internationaux, ils ont tendance à donner les mêmes recommandations à la Sierra Leone et à Singapour s'ils ont les mêmes scores sur les différents facteurs de compétitivité. Donc c'est cela qu'on veut éviter. Nous, on veut prioriser, on veut hiérarchiser nos recommandations selon l'état d'émergence. Donc c'est pourquoi également on a préféré bâtir notre propre indicateur de compétitivité. Next. Voilà, comme on vous le disait, pour émerger, le pays a besoin de bâtir un environnement de classe internationale. Hein? Donc ce sont ces facteurs de compétitivité qui vont lui permettre justement de s'aligner sur les pays qui ont les meilleurs standards en termes de compétitivité. Donc l'indicateur ICS, next. Voilà, donc voilà en quelque sorte les dimensions que tente de capturer l'indicateur de compétitivité structurelle. Donc voilà, ici, vous le voyez, vous retrouvez à travers ces différentes dimensions tous les facteurs de compétitivité qu'on peut imaginer pertinents pour bâtir un environnement de classe internationale attractif pour les investisseurs. Voilà. Amay, je te donne 5 minutes. Je termine rapidement. Donc l'ICS est structuré ainsi, 13 dimensions, 33 sous-dimensions, 68 composantes et 187 indicateurs. Donc c'est beaucoup, mais comme je vous l'expliquais, parce qu'on a ici un souci d'exhaustivité. Ici, notre seule contrainte en termes d'indicateurs, ça va être la pertinence de l'indicateur et la disponibilité des données. Parce qu'on a 103 indicateurs. Mais, voilà, donc ça aussi c'est également une description des dimensions un peu plus détaillée de l'ICS. Next. Next. Voilà. L'ICS englobe tous les facteurs de compétitivité qui répondent à notre définition de ce qu'on appelle, nous, compétitivité structurelle. Donc, comme vous le voyez, cette définition ne tient pas compte de la situation d'émergence du pays. Elle est indépendante de l'état d'émergence. Alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est de dire à un pays qui est immergé, quels sont les leviers à actionner pour être émergent ou bien pour être émergé. Cet indicateur-là ne va pas lui servir parce que cet indicateur-là ne fait pas la différence entre un pays émergé et un pays immergé. C'est pourquoi, à côté de cet indicateur, ou bien sur la base de cet indicateur, on va construire un autre indicateur. Next. Voilà, on va construire un autre indicateur qu'on appelle indice des leviers de l'émergence économique. Qu'est-ce que va faire cet indicateur? Cet indicateur va regarder au sein des 187 indicateurs, donc c'est vraiment la façon d'être le plus exhaustif possible. Il va regarder au sein des 187 indicateurs quels sont les indicateurs pertinents pour rejoindre le groupe de référence. Le groupe de référence, c'est vraiment les pays émergés. Donc tout à l'heure, avec les schémas, lorsque DG vous a présenté le schéma avec les 3 blocs, pauvreté, émergence, émergé, voilà, vous voyez que le résultat, donc la partie horizontale, le résultat, ce sont tous les pays émergés. Dans notre cadre conceptuel à nous, lorsque le Sénégal dit « je vais être émergent en 2035 », nous, lorsqu'on le traduit dans notre langage théorique à nous, c'est le Sénégal va être émergé en 2035. Parce que pour nous, le Sénégal, il sera émergent bien avant, parce qu'il sera émergent bien avant 2030. Bon, si le Sénégal suit la tendance actuelle,
le Sénégal va être émergent en 2028-2029, mais émergent à notre sens. Bon, vous avez dû le constater, nous, émergents, on l'écrit avec E-A-N-T, parce que pour nous, c'est un processus. On ne l'écrit pas avec E-N-T, on l'écrit avec E-A-N-T pour montrer vraiment le fait que c'est un processus. Le résultat, c'est émerger. Donc, dans notre terminologie à nous, le Sénégal, il ne sera pas émergent en 2035, si la tendance se poursuit, mais il sera émergé. Bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, voilà, pour dire que le groupe de référence est émergé. Donc, au sein des 187 indicateurs de compétitivité, on va regarder quels sont les plus pertinents pour atteindre ce groupe de référence. Parce que tous ces indicateurs-là ne sont pas pertinents. Donc, on a fait 2 sélections pour aboutir vraiment aux indicateurs les plus pertinents afin de rejoindre ce groupe de référence. Pour vous donner un exemple, dans l'indice composite, tout à l'heure avec les 187 indicateurs, on avait 4 indicateurs qui concernaient la démocratie. Mais lorsqu'on a fait nos tests, nos analyses, on a abouti à 0 indicateur au niveau du champ démocratie. Ça veut dire que il n'y a aucun indicateur. En fait, la démocratie n'est pas pertinent pour rejoindre le groupe des émergés. Un pays n'a pas besoin d'être démocratique pour être émergé. C'est ce que ça. Bon, voilà. Donc vous voyez que d'une liste de 116 indicateurs pertinents qu'on avait choisis sur la base de l'exhaustivité, on est passé à seulement 49 indicateurs qui sont vraiment les indicateurs fondamentaux pour rejoindre le groupe de référence qu'on appelle les pays émergents. Bon, je passe rapidement sur la suite. Bon, ça c'est le classement un peu des pays suivant l'indice ICLE, l'indice des leviers. Voilà, donc, voilà. Bon, est-ce que sur la prévision, je vais en parler rapidement. On a essayé, bon, comme on a bâti différents indicateurs sur la base de notre pyramide d'émergence, ici, on va relier les leviers d'émergence au résultat, qui est l'indice synthétique d'émergence économique. Donc, à travers un modèle à effet retardé, on essaie de prévoir l'état d'émergence d'un pays à partir de ses leviers actuels. Donc, normalement, les leviers actuels n'ont pas d'effet immédiat sur l'état d'émergence d'un pays. Il y a toujours un décalage. Hein. Dis-moi quel capital humain tu as aujourd'hui, ou bien dis-moi quel niveau d'infrastructure tu as aujourd'hui. Je peux te dire en quelque sorte dans 5 ans quel sera ton état d'émergence. Donc, c'est en quelque sorte cet exercice-là qu'on essaie de faire ici. Donc très rapidement, je passe. Next. Voilà. Bon, ici, c'est une matrice de transition qui un peu résume en 2028 quels seront les pays qui vont passer d'un état à un autre. Bon, le détail est dans l'ouvrage, donc je vous renvoie à l'ouvrage pour plus de détails. Donc ça, c'est le résultat global sur l'exercice mené au niveau des pays africains. On a également mené une étude de cas du Sénégal, parce qu'on est un bureau qui travaille au Sénégal, qui est financé par le gouvernement sénégalais. Donc on a fait une étude de cas vraiment exhaustive, avec un diagnostic sur tous les indices synthétiques bâtis pour le cas du Sénégal. On a également mené cet exercice de prévision pour le cas spécifique du Sénégal. On vient de finir l'exercice pour l'Afrique du Sud et on a prévu de faire ça pour d'autres pays, l'Éthiopie, le Maroc, etc. Donc on continue. Next. 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 Bon, ça c'est on a également construit. La dernière strate de la pyramide, c'était la qualité de vie, comme je vous le disais. On a également construit un indice synthétique associé à cette strate, donc un indice synthétique de la qualité de vie. Voilà, donc je pense que j'ai épuisé mon temps de parole. Je vais m'arrêter là et j'apporterai plus d'éclaircissements et d'approfondissements s'il y a des réactions éventuellement. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellent.
train de faire des efforts pour industrialiser leurs économies, en mettant en place des agropoles, en essayant d'industrialiser leur agriculture, parce que lorsque vous mettez véritablement une bonne politique industrielle performante, vous allez créer des emplois, vous allez produire massivement, vous allez diminuer vos importations. Un des freins de notre développement, de notre croissance économique, c'est le déficit de notre balance commerciale, comme vous le savez, qui crée de la dette et qui crée d'autres besoins de financement importants. Donc, moi je pense, je précise que je suis économiste, j'ai fait un doctorat d'économie. Je pense que le moteur de notre développement, c'est là où je l'ai rejoint, au-delà de la réforme liée aux institutions, c'est l'industrialisation, étape nécessaire, indispensable pour relancer nos économies et donc les faire décoller. Alors, j'ai noté pas mal de points sur lesquels je voudrais prochainement, certainement, débattre avec eux. Juste une question sur un point deux questions qui me taraudent. La première, c'est le lien entre la croissance démographique et la croissance économique. Nous avons des économistes comme Malthus qui nous disait il y a très longtemps qu'il ne faut pas que la croissance démographique soit trop importante par rapport à la croissance économique et que même si la croissance démographique était beaucoup plus forte que la croissance économique, il faut souhaiter des catastrophes naturelles pour réduire le nombre de populations afin de pouvoir satisfaire leurs demandes. Alors, on entend par-ci, par-là que la force de l'Afrique du continent est sa jeunesse, sa croissance démographique. Tantôt, on nous dit le contraire, on nous dit que cette croissance démographique, elle est trop forte. Alors, quelle est la bonne formule? Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut une croissance démographique très forte pour soutenir notre consommation, c'est-à-dire une demande beaucoup plus forte, mais lorsque vous avez une population très forte avec un niveau de revenu très faible, est-ce qu'on peut parler de demande forte? Voilà, je me pose ces questions-là. Et c'est un éternel débat que tout le monde se pose. Il faut une forte démographie ou une moindre démographie, une démographie très faible pour relancer nos économies. La deuxième question que je voudrais poser, avant de laisser la parole aux étudiants, c'est le lien entre, Amaïl l'a dit il y a quelques minutes, le lien entre la démocratie et également les fondamentaux de l'émergence. J'ai un problème avec son analyse. Pour moi, la démocratie, elle est beaucoup plus globale. C'est l'état de droit. Dans vos indicateurs, vous avez mis en avance la bonne gouvernance, qui est un des piliers de l'émergence. Alors, lorsqu'on dit démocratie, école de droit, état de droit, et que derrière, on nous dit la démocratie n'est pas forcément une condition sine qua non pour lancer l'émergence, ça me pose un problème dans le sens où il y a une interrelation, il y a une corrélation entre la bonne gouvernance, l'état de droit qui est un des fondamentaux de la démocratie. Donc je voudrais plus de précision sur ce point-là, puisque nous sommes dans un continent, comme vous le savez, où on a un réel besoin de bonne gouvernance et donc d'état de droit et de démocratie. Je vous laisse répondre à ces questions et par la suite, on va ouvrir le débat et donner la parole aux étudiants. Merci. Donc, pour ce qui concerne la croissance démographique, il y a deux variables qui sont importantes, voire trois. Si vous prenez l'équation de la production, vous avez trois éléments. Vous avez le nombre d'employés. Parce que donc vous avez le nombre d'employés. Si vous avez une usine, ceux qui vont travailler sur les machines. Deuxièmement, vous avez
vous êtes en mesure d'avoir une population plus élevée possible, avec une bonne productivité, avec une bonne formation, avec un emploi, ça c'est l'idéal. Si vous devez avoir une population qui est dans la rue, qui ne travaille pas, voilà, ça c'est un peu le même. Troisième chose, c'est le manque de travail. Ça c'est la discipline. Tout le gouvernement, c'est le taux d'épargne. Parce que le taux d'épargne aussi, la taille du ménage, ça joue sur le taux d'épargne. Le taux d'épargne, c'est ça qui permet aussi d'investir, de lier entre épargne et investissement. En général, au niveau théorique, c'est deux phénomènes. Pour ce qui concerne la démocratie, il y a pas mal de papiers. En fait, il faut voir que c'est des indicateurs. Démocratie, au-delà du concept, dans ce type de travaux, vous avez des indicateurs. Nous, on a utilisé les indicateurs dans le mondial. Un économiste qui s'appelle Kaufman, il y a beaucoup d'Azerbaïdjan, dans les indicateurs de gouvernance, là, une indicateur de dimension concernant l'économie. Donc, l'absence de voir, l'absence de voir pas. Donc, vous voyez que ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à apprécier. Quel est le meilleur modèle? Le modèle chinois, le modèle coréen, c'est un peu subjectif. Vous savez, ce type de travaux, le modélisateur n'a pas de travail. C'est plutôt dans le sport, après il faut trouver. Le modèle montre que la France peut avoir beaucoup de capacités. Voilà, souvent ça peut jouer, il faut avoir des capacités. Ça ne dit pas de personnes qui sont le modélisateur n'a pas le droit encore de la démocratie, ça réduit l'anxiété. Parce que, après, vous allez avoir des groupes de pression. Les gens vont passer leur temps à faire la politique politicienne, au lieu de travailler. Mais les gens, je vous dis que c'est un chantier qui serait. Pourquoi dans ce type de chantier, en général, vous pouvez même faire un trade-off. C'est-à-dire que, pendant 10 ans, on va échanger un peu moins de liberté, un peu plus d'expression. Mais c'est un échange volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un peu de pacte de montant. Les travailleurs vont dire, pendant 10 ans, nous acceptons de faire nos revendications. C'est fondamental. Parce que dans cette phase, les réformes très rapide, il faut aller très vite. La discipline est fondamentale. Parce que tout cela est lié. Il y a un peu une exigence de restriction de liberté, mais
délibérément choisi par les populations. Les populations acceptent que, pourquoi dans certains pays asiatiques, quand ils faisaient la grève, ils n'allaient pas dans la rue. Ils ont le droit d'aller dans la rue, mais ils savent qu'on est dans une phase difficile. Ils vont prendre le pas pour mettre sur la table, dire qu'on n'est pas mécontent. On n'est pas content, mais on travaille. En revanche, plus le pays avance vers la développement intégral, là-bas, le modèle chinois, par exemple, ne va plus marcher. Parce que plus le pays doit innover, plus ces modèles de restriction, disons, ne sont plus forts. Et là, vous allez voir, si vous faites bien un peu le test, on est en train de partir dans de cette pratique. Vous verriez que les pays les plus démocratiques sont meilleurs en innovation. Parce que l'innovation suppose, vous ne pouvez pas faire de l'innovation si vous avez des pollutions autour de vous. Donc nous distinguons c'est-à-dire parfois que je dis ça, les gens, je m'assure. Dans la phase de transition vers l'émergence, il y a une nécessité, un pacte qui permet de ne pas saisir toute la liberté que la tension peut vous offrir. Donc le travailleur, au lieu d'aller dans la rue manifester, il accepte de ne pas manifester, mais de mettre le temps. Parce que le pays en a besoin. Merci. J'espère que j'ai répondu. Il y a une question.